désir d'écrire ce livre, plus que l'idée, parce que c'est vraiment une espèce d'impulsion, d'élan, m'est venue à l'occasion, lors d'une marche en montagne, dans le Valais, et ce lieu est présent dans un chapitre, un endroit qui s'appelle La Sage, et sur un chemin vers un glacier, le glacier de Ferpecle, j'ai vu presque un champ, en tout cas un tapis de rhododendrons sauvages, bien sûr, rouges. Et cette vision, cette impression m'a terriblement marquée et accompagnée. Ça a insisté en moi comme presque un signe presque romantique comme ça. Ces fleurs demandaient que je m'occupe d'elles d'une certaine manière, que je me penche sur la force de ces couleurs, de ces fleurs dans la montagne. Et voilà, c'est né comme ça. Et je n'ai pas pu presque m'en défaire, au sens où c'est vraiment, elles ont insisté fortement. Et je les ai, j'y ai repensé beaucoup. Et à l'occasion d'une résidence à Manosque, j'ai pris au sérieux cette histoire de fleurs. Et il se trouve que cette région, qui n'est pas du tout la même, mais qui est aussi un endroit de collines, et c'est plus que ça, les Alpes de Haute-Provence, j'avais l'occasion d'aller voir les fleurs au printemps et de me renseigner et de partir herboriser avec des herboristes, un jardinier, enfin bon. Et j'ai commencé tout un herbier. Et la naissance de ce roman est concomitante de la composition de cet herbier, qui est devenu un herbier assez important pour moi. Et donc voilà, ça a commencé par les fleurs. Quand on s'intéresse aux fleurs, on découvre qu'au fond, elles sont toutes à la fois très belles et très vite toxiques. Enfin, qu'il y a autant de... Enfin, qu'il faut arrêter de penser que les fleurs sont pleines de bienfaits uniquement. Et cette polarité comme ça, essentielle de la nature, parce que quand même beaucoup de choses, on peut dire, microdosées ou à haute dose deviennent un danger, je me dis que c'était une entrée intéressante pour une fiction qui ferait plus que d'habitude varier depuis la question de la forme, le passage du bien au mal et de la beauté à la violence, de la douceur à la violence, voilà, de profiter de ce que propose la nature pour entrer dans le domaine de la violence dans la vie. Voilà. Alors, je me suis dit, mais de quoi, comment, par quel bout je me suis dit déjà que ce serait pas mal que j'avais envie de m'approcher de personnages plus complexes, plus ambivalents, voire désagréables que dans les autres romans. C'est-à-dire, j'ai construit la figure du frère comme étant quelqu'un de très inquiétant du début à la fin, et dont au fond, on ne sait pas vraiment si son cas n'est pas réglé à la fin du roman. Il reste très mystérieux, mais quand même on essaie d'aller un peu loin dans ce qu'il est capable de faire, de ressentir, c'est-à-dire à la fois, c'est l'histoire d'un homme qui, commençant par des petits délits, des petits trafics, recel de montres et de fromage, parce qu'on est en Suisse, bascule dans des choses beaucoup plus graves qui sont le trafic des armes. Alors je ne suis pas évidemment tombée par hasard sur cette histoire de trafic d'armes. Depuis un moment, je lisais des articles sur ça, sur le fait que tout conflit, on croit que déjà, bon, un conflit fait beaucoup de morts, les conflits armés, mais que deviennent les armes? Et chaque conflit, on peut dire, nourrit des conflits
locaux, non moins terribles, qui sont des règlements de compte, le crime organisé. Le crime organisé se nourrit, j'allais dire, de la circulation des armes après les conflits, quoi. C'est comme une espèce de seconde vie terrible. Et ces vies sont d'ailleurs multiples, parce que les reventes, enfin, c'est un cycle infernal de la violence. Donc je m'intéressais à cette histoire de la violence à travers le trajet physique et humain de ces armes dans le monde entier. Donc j'ai lu des choses là-dessus, je me suis renseignée. Et puis, le hasard de mes marches aussi, puisque c'est beaucoup des destinations pour moi de marche à pied, de montagne. J'aime beaucoup le Jura suisse, ce qu'on appelle les Franches Montagnes. Il y a une ville qui s'appelle La Chaux-de-Fonds, une ville d'altitude, où un jour, en me baladant, une amie me montre une bouche d'égout, une plaque, qui est arrivée là par erreur. Voilà, dans la fonderie, on avait marqué qu'elle était destinée, donc c'est écrit en arabe, à Sabrata, une ville en Libye, et elle atterrit à La Chaux-de-Fonds, c'est-à-dire vraiment très loin de la Libye. J'ai trouvé, moi qui m'intéresse beaucoup aux écritures, aux écritures urbaines, aux choses tracées, qui seraient à décrypter, cette écriture en arabe, bien sûr, je me suis empressée de la décrypter, parce qu'il n'y a pas que marqué Sabrata, mais il y a marqué aussi pluie. Il veut dire aussi eau de pluie, tout simplement. Ça veut dire bouche d'égout en un sens. Mais enfin, c'est quand même très beau. C'est la pluie. Voilà. Je trouvais ça comme une espèce de raccourci poétique de la définition, puis de la destination de cette plaque. Et bon, bah, comme souvent, moi je me mets à rêver à partir de pas grand-chose. Et j'ai relié la réalité de cette ville de Sabrata, dont j'ai découvert qu'elle était une capitale on peut dire, du trafic des migrants, mais aussi des armes. C'est souvent un peu les mêmes trajets en ce moment, et depuis même longtemps. J'ai découvert que c'était tout un chemin depuis les Romains. Je me suis penchée sur cette histoire, les trajets dans le désert jusqu'au port, puis ensuite ça part en Turquie, etc. Bon. Donc la question de la filière des armes, à travers cette plaque qui faisait signe, m'a permis de relier aussi deux géographies, la Chaux-de-Fonds, les Franches-Montagnes, les Alpes de Haute-Provence, et puis ce lointain qui est présent quand même régulièrement dans le roman, qui est la Libye. Les interlocuteurs, en l'occurrence, des milices libyennes incarnées par un homme dans le désert, un Touareg qui est équipé d'un téléphone, et tout ça, qui peut communiquer avec des représentants des maillons de cette filière. Et donc un des maillons de cette filière, c'est ce garçon qui est le demi-frère de mon héroïne. On peut dire que c'est un duo, hein, l'histoire de ce roman. Et je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais il n'est pas payé, enfin il se fait arnaquer. Et il décide d'interrompre, on peut dire, cette filière et de se cacher, et de cacher avec lui les caisses qu'il était censé expédier depuis la Turquie jusqu'en Libye. Donc mon roman invite deux figures, ce garçon, cet homme encore assez jeune, et sa demi-sœur, beaucoup plus jeune. Je voulais que ce soit une adolescente qui habite à La Chaux-de-Fonds et qui ait un lien étroit avec les fleurs, par le biais du dessin. Pas que des fleurs, mais entre autres des fleurs. Parce que cette ville elle-même a toute une histoire. Alors j'ai essayé de ne pas, on va dire, encombrer le lecteur avec l'histoire de l'art, mais quand même, c'est présent un petit peu. Il se trouve qu'à La Chaux-de-Fonds, au début du XXe siècle, fin XVIIIe, début XXe, c'est lié à l'industrie de l'horlogerie. Un certain Charles Lesplatinier, qui était un professeur de dessin et un artiste, a proposé à ses élèves d'une classe d'art décoratif, qui devait dessiner pour l'industrie des montres, des motifs, de dessiner, comme on dit, sur le motif, les plantes du pays, et notamment les pommes de pin, mais aussi les gentianes, mais aussi les chardons. Et
pendant l'espace d'une vingtaine d'années, on peut dire, il y a eu un mouvement comme une branche de l'art nouveau très local. En Suisse, à La Chaux-de-Fonds, est né le style sapin. Et il a été pratiqué par des artistes, mais aussi plein d'amateurs, enfin des gens dont on n'a pas retenu le nom ni le prénom, mais qu'en ce moment, on ressort les dessins de tous ces dessinateurs qui travaillaient pour l'industrie des montres et qui dessinaient la nature. Et j'avais envie qu'aujourd'hui, une jeune fille qui dessine beaucoup découvre tout ce fond de dessins de fleurs et de pommes de pin et s'intéresse à tout ça. Mais surtout qu'elle dessine. Alors, ça c'est très biographique. Il se trouve que moi j'ai d'abord dessiné avant d'écrire. Et dans l'apprentissage de l'écriture, ça comme pas mal d'enfants, on dessine les lettres. On dessine les lettres. D'ailleurs, je continue de dessiner les lettres. Mais pour pouvoir dessiner des lettres, on nous encourage à dessiner tout court. Et j'ai quand même dessiné plus longtemps que pendant l'enfance, c'est-à-dire jusqu'à mon adolescence, je prenais des cours. Ça a été une chose très importante dans ma vie, les cours du soir, de dessin. Et je voulais parler de ça parce que c'est un peu l'enfance de l'art pour moi, de l'art d'écrire aussi, le dessin. Et parce que quand je dessinais et maintenant quand j'écris, j'ai l'impression d'être dans le même état et de contemplation et d'attention et de le même état. Il y a des liens profonds et je voulais en parler et faire dessiner, j'allais dire à vue. Alors c'est très compliqué parce que comment on montre des dessins quand on écrit, donc il y a à la fois des scènes de dessin où on ne voit pas ce qu'elle dessine, hein, on la voit avec son carnet, on voit même des épluchures de son taille-crayon, enfin voilà, des traces ou sa silhouette en train de dessiner. Et puis ces dessins, mais alors ces dessins sous le regard de quelqu'un qui les voit, bien sûr. En l'occurrence, son demi-frère, puisque cette histoire, c'est 1 an de la vie de ces 2 personnages, et aussi de toute une galerie de personnages autour, qui sont bien sûr les parents, les amis, mais ces 2-là, on peut dire, en tout cas ce qu'elle confie à son demi-frère de très important, ce avec quoi elle communique avec lui, c'est son carnet de dessin. Mais bon, je ne vais pas tout dire. C'est vraiment la rencontre du monde du tracé et du monde de... C'est la rencontre du monde du tracé et du monde de l'intraçable, en tout cas d'un monde qui cherche à effacer ses traces, c'est-à-dire le trafic des armes, par définition. C'est très numérique, c'est très... ou par les téléphones, c'est tout un monde qui essaie d'enlever toute espèce de souvenirs de ces tractations, etc. Et ça, c'est les choses qui me fascinent, qui évidemment sont très contemporaines, la question de la trace et de comment on traque, comment on efface, puisque quand même on laisse des traces partout, par voie numérique, entre autres. Et alors ça m'intéressait. Comment disparaître aujourd'hui, c'est très compliqué. Comment disparaître avec des armes, encore plus. Voilà. Alors, ça fait mal ce garçon qui se met en retrait de sa filière pendant un temps. Il lui arrive quand même des malheurs. Et j'avais envie que ce texte, et du côté du dessin et du côté du trafic des armes, passe par le corps le plus possible, par des sensations, que des inquiétudes évidemment, l'effet sur la famille quand même, puisque cette histoire, la famille finit par être au courant et essaie d'aider ce fils, l'effet que ça leur fait d'apprendre que ce fils se livre au commerce des armes, l'effet physique que ça leur fait, et puis la transmission des inquiétudes, comment, par contagion, et ça je voulais, parce que c'est des choses que je sens moi-même, et j'avais envie de décrire, c'est comment on se rend inquiet les uns les autres, ou heureux, parce que j'ai travaillé évidemment, ça me semblait une manière d'éviter tout que le texte soit trop chargé, trop sombre, uniquement, et pour ouvrir, on va dire, le spectre de la vie en grand, j'avais envie qu'il y ait aussi de l'amour et puis de la tendresse
et traité, on peut dire, avec le même crayon, on peut dire, taillé pareil en tout cas, et des scènes très quotidiennes, plus ou moins légères, mais enfin quand même en tout cas un peu insouciantes d'adolescents, puisque Milva, l'héroïne, a un grand copain et toute une bande de copains avec qui elle va danser, enfin elle mène sa vie. Et en contrepoint de sa vie aussi de jeune dessinatrice qui va beaucoup au cinéma, il se trouve qu'elle dessine au cinéma, ça m'intéressait aussi de... J'ai un ami dessinateur qui dessine au spectacle et au cinéma, et c'est ce qui m'a toujours fasciné, quand on n'a pas besoin forcément de beaucoup de lumière, et de croquer sur le vif comme ça aussi des images en mouvement. Voilà. C'est une façon de parler, je crois aussi, de ma manière d'envisager l'écriture, qui est qu'on peut capter des choses qui peuvent aller très vite, ou en tout cas qui bougent, et que c'est pas parce qu'on n'a pas une caméra qu'on n'est pas capable de capter le mouvement par le trait. Et donc ça, c'était une façon aussi de forcer ce propos qui est de faire dessiner Milva au cinéma et lui faire en plus aimer ça, de dessiner en direct comme ça, comme pendant des procès, des gens qui dessinent et tout. Il y a vraiment le carnet à la main. Donc le carnet est très présent c'est son arme à elle, on peut dire. C'est son arme pacifique, enfin je sais pas, en tout cas c'est les armes de l'esprit et de la main face à d'autres armes. Et donc oui, j'ai essayé d'utiliser moi-même le même crayon, en tout cas taillé pareil, pour des scènes insouciantes et des scènes soi-disant plus graves. Enfin, en tout cas qu'il n'y ait pas tout d'un coup quelque chose qui serait dramatisé parce que le sujet l'imposerait, ou justement. En tout cas, changer les équilibres habituels de dramatisation, de focalisation, non pas pour aplanir au contraire, mais redonner peut-être du relief à ce qui serait considéré comme la vie quotidienne, ou des scènes de promenade. Voilà, tout un travail de contrepoint en tout cas, et de traitement sans jamais appesantir le récit du côté de quelque chose qui serait le mal, ou qui serait... Non pas pour suspendre le jugement, parce que je crois qu'au contraire, affiner le trait, quand on dessine une histoire, c'est donner toutes ses chances aux forces en présence, leur donner toutes leurs chances de se déployer finalement. J'ai voulu me mettre à l'écoute de tous ces gens-là, de tout leur monde, de toutes ces générations, parce que donc il y a à la fois les parents et les enfants qui sont à ce moment de bascule entre l'enfance et l'adolescence et l'âge adulte, enfin en tout cas voilà, je voulais aussi remonter le niveau d'écoute de ce qui dans la nature, mais aussi dans le langage, relève de la force, de l'explosion, là aussi pour montrer comme des montées en puissance d'une chose qui serait belle comme une plante peut devenir tout d'un coup dangereuse. Il est question d'un empoisonnement en mangeant des crêpes de sarrasin qui auraient été moulues, le sarrasin, en même temps que du datura, qui se trouve être un grand poison. Voilà, on peut tomber malade en croyant manger bio, sain et tout ça. Voilà, la nature est pleine de choses redoutables. Je voulais parler de ça. Donc à travers ces fameuses fleurs sauvages qui sont quand même ultra présentes, sous forme de tatouages, de bouquets, de tas de... Voilà, elles sont quand même, je les ai semées un peu partout, comme des espèces d'indices, mais pas toujours de la même nature. Mais aussi dans des moments d'éclosion comme ça, qui ont à voir avec le végétal. Bon, il y a par exemple, et c'est la vérité, une boîte de nuit où donc les ados vont danser, qui s'appelle le Bikini Test. C'est une grande boîte de nuit à la Chaux-de-Fonds, très connue, géniale, on s'amuse bien. Et quand même, ça s'appelle le Bikini Test, quoi. En souvenir de cet atoll où on faisait exploser la bombe atomique, enfin, les essais, quoi. Bien sûr, je pense qu'ils savaient très bien, en baptisant cette boîte, tout ce que ça voulait dire, mais je veux dire que c'est une façon tout d'un coup de rendre inquiétante aussi la présence un peu
neutralisé comme ça de motifs, de guerre, de tout ça, dans la vie quotidienne, même dans des loisirs, comme c'est là, parfois, alors qu'on ne le voit même plus, voilà. Donc c'est quand même l'omniprésence de... En fait, les armes sont là souvent. Si on veut bien les voir ou les entendre, même désamorcer le souvenir des guerres. Voilà. Et alors, une autre chose, je voulais essayer dans ce souci de physicaliser tout, de voir aussi l'effet que ça fait d'être dans la proximité des armes, parce que c'est une chose de les utiliser, mais justement je trouvais trop énorme que mon trafiquant soit aussi un meurtrier ou un type qui agresse. Il se fait plutôt lui casser la figure. Et j'ai essayé de soigner aussi ça, ce que c'est qu'une scène de violence, voilà, sur le corps et l'esprit. Mais c'est pas avec des armes justement, c'est avec les mains. Les mains sont ultra présentes dans le roman, puisque c'est bien sûr elle qui dessine, et le père est fondeur, donc il y a des mains au travail, mais il y a aussi des mains qui manient, alors, mais qui tirent pas sur la gâchette, qui enclenchent pas la bombe, mais qui quand même les manipulent. Donc dans les moments d'entretien ou de transport des armes. Et je voulais aussi parler pour m'en être moi-même un peu approchée, pour la première fois de ma vie, que c'est quelque chose de très impressionnant. Et tant mieux d'ailleurs. C'est très impressionnant et j'ai voulu en parler en fait, de l'effet que ça fait de manier, manipuler, démonter une arme. Alors, voilà, je suis même allée au salon de l'armement pour voir du matériel lourd et puis aussi prendre la mesure immense du grand marché, bien sûr, que des armes. Alors ça a été c'est toute une aventure, voilà, c'est vraiment... Mais comment l'effet que ça fait est dans les esprits et dans les corps, avec cette espèce de sismographe où il y a un moment un personnage qui passe avec un détecteur de métaux dans la montagne au-dessus de Man, qui est le village où travaille la mère qui est taxi, à la recherche d'un trésor, parce que pendant la guerre, la résistance dans les Hautes-Alpes se faisait envoyer des caisses de munitions, mais aussi de cigarettes et d'argent. Et il y a encore, évidemment, on trouve encore des caisses, et il y a des gens, bien sûr, qui les cherchent. Et moi-même, comme ça, avec une sorte de détecteur, je me suis promenée dans tous ces mondes et paysages qui sont reliés par les fleurs et par parfois la Libye, là, plus loin Libye, et comme une géographie étrange, redessinée, et qui traverse les frontières, puisqu'à travers ce personnage, qui fait des chemins qui me sont très familiers, elle passe de la Suisse à la France. Et j'avais aussi envie qu'elle passe d'un monde à l'autre, de plusieurs mondes, qu'elle traverse des mondes, et puis nous avec elle, comme différents royaumes, comme ça, avec des... J'avais envie d'une chose transfrontalière, puisque aussi c'est un autre tracé, d'autres transports, alors voilà, avec son matériel à elle, qui sont des carnets, mais aussi, alors c'est un personnage qui pêche. Il y a une scène d'ouverture, ça, qui est importante pour moi, parce que c'était aussi une autre passion de mon enfance, qui était la pêche, et qui était aussi une chose très contemplative, et un moment de grande écoute de la nature, et de méditation, de rêverie profonde, de sensations d'odeur, et puis de capture aussi. Il y a comme un prologue, comme ça, comme un prologue de conte où Milva pêche et attrape un poisson, mais qui part avec son hameçon, qui casse la ligne. Voilà. Et c'était une façon de dire qu'il allait avoir comme placer des motifs qui sont celui de comment capter le monde, et puis inviter aussi les lignes, et puis que peut-être il y a des forces dans la vie qui peuvent être des personnes, des personnages qui disparaissent avec quelque chose, qui s'en vont avec un secret. Donc le gros poisson s'en va casse tout et s'en va avec son hameçon.
Et donc elle est bredouille, mais en même temps, on a été témoin comme ça d'une scène de tentative de saisie de quelque chose qui part avec ce avec quoi on aurait dû l'attraper. Alors c'est construit de manière assez dans l'entrecroisement d'histoires, puisque il y a ces deux personnages principaux, mais il y a tout un tissu, un entrecroisement de destinées, comme ça, et notamment de couples qui se forment. Il y a quelque chose se tisse, hein, quelque chose se trame, qui serait une intrigue proche du thriller, en effet. Mais quelque chose aussi se noue entre des êtres qui ne se connaissaient pas au début du récit et qui, en l'espace d'un an, parce que c'est juste un an dans la vie de tous ces personnages, mais une année d'une grande intensité. Donc ce sont des moments de bascule où des fils se nouent, des liens en tout cas se nouent entre des êtres, et donc des fils, des contrepoints, des histoires se constituent, se tissent en contrepoint, parfois se croisent ou se superposent. Et j'ai essayé de laisser ces fils tendus pour qu'il n'y ait pas une construction pyramidale, on pourrait dire, mais plutôt, si on prend un exemple musical, plutôt de l'ordre de la fugue, comme ça, avec des motifs qui reviennent, et puis des voix qui entrent, hein, et qui font varier ce motif, ou qui se les approprient, puisque chacun a leur manière. Il y a, par exemple, le couple... par exemple, Jacques, il a tout d'un coup un moment dans son jardin ou une scène érotique avec des framboises, ou voilà, des moments sensuels avec des fruits ou des fleurs qui ne sont pas juste réservés à Milva. Donc ça, des motifs circulent sur le bras de Tintin. Voilà, il y a aussi des tatouages de fleurs qui s'animent. Donc ça traverse les corps et les histoires des autres aussi, comme ils sont eux-mêmes pris dans cette musique commune, mais eux-mêmes proposent des variations très singulières, très personnelles, en duo en général, sur ces motifs. Et par ailleurs, alors, j'ai une attention au détail qui n'est pas nouvelle, mais que j'ai peut-être un peu poussée, au sens où, m'inspirant de la pratique du dessin, j'ai essayé de pousser certains détails et de leur confier parfois vraiment une sorte de relief ou de mission, on peut dire, d'éveil des sens pour le lecteur, pour toujours à la fois déplacer son attention sur quelque chose qui ne serait pas surligné justement, mais comme allumer comme ça ou éclairer des parties de l'espace ou du corps ou de la pensée, parce que c'est pas forcément de l'ordre du matériel, et aussi tout d'un coup ou un geste qui est juste une occupation pour quelqu'un qui est en train de réfléchir. Là il y a une scène par exemple, j'y pense, là où Jacques réfléchit chez lui à quelque chose qui a à voir avec le travail à la fonderie, mais il est en train d'ouvrir des noix et il met des miettes dans... Il réfléchit, il cherche des choses en mettant des miettes. Voilà, c'est des choses qui m'intéressent, de voir ce qu'on fait quand on réfléchit, aussi quand on pense, comment le corps s'occupe pour presque soutenir un état de concentration ou de rêverie ou quoi. Et donc j'essaie de montrer des choses comme ça pour pas être dans une chose de la surcharge de ce que je veux faire comprendre. Parfois je fais voir l'occupation d'un geste ou bien un insecte qui tombe dans un verre et puis qui a pour charge aussi de peut-être signaler une légère tension ou un regard ou un silence. Enfin, juste faire sonner un tout petit truc dans une scène très silencieuse pour montrer comme il y a du silence, par exemple. Plutôt que de dire qu'il y avait un silence de plomb, par exemple. Je sais pas comment. Mais c'est une façon de faire sonner le réel ou la situation de tout d'un coup s'attacher ou faire soi-disant diversion, mais en fait c'est pour mieux essayer de prendre la mesure de ce qui se passe. Et Milva elle-même est un peu comme ça, aussi par discrétion et volonté aussi qu'on lui fiche la paix, plutôt que de dire ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire souvent dessiner. Elle dit
qu'elle regardait des petites fourmis qui ont l'air de faire n'importe quoi sur un muret, par exemple. Et c'est quand même une façon aussi de parler d'un entourage méridional, l'été, parce qu'il y a des petites fourmis, des petites araignées rouges. Mais aussi de faire comprendre des tas de choses, à savoir que cette occupation est un peu secrète, ou qu'en tout cas, c'est son monde à elle, et puis c'est ce qu'elle fait pour aussi s'échapper, ou construire sa vie, les deux à la fois. Mais... Donc, ce souci du détail est d'autant plus important dans ce roman qu'il y a dans la balance des choses très lourdes. Il y a du vraiment... Et je voulais absolument pas me laisser... et laisser le lecteur être impressionné par ce qui, a priori, intellectuellement, serait le plus grave, le plus impressionnant et le plus lourd dans la balance. Et là encore, c'est pas pour minimiser ce qui se passe du côté des armes, mais donner sa chance à la beauté, au quotidien, à des traits fins de peser, en fait, dans la vie. Il n'y a pas de... Comment dire ? Je pense souvent qu'au fond, les coulisses, c'est là qu'il se passe les choses les plus importantes, souvent. C'est pas ce qui semble être au devant de la scène n'est pas... existe aussi en simultané de quantité de choses qui font la vibration du monde, quoi.